Donc, la vision de l'association, c'est de pouvoir transformer des périodes de recherche d'emploi et de transition professionnelle en une expérience constructive qui soit une expérience qui puisse non pas être déstructurante et destructrice de liens, mais au contraire une période où on va pouvoir développer son potentiel et vraiment développer ses compétences, élargir son réseau. Et c'est pour ça qu'on a constitué, en fait, progressivement, de manière vraiment organique, une communauté d'entraide par les pairs pour mieux vivre cette période de recherche d'emploi et qui représente actuellement 17 000 participants. Il y a plus de 3500 ateliers qui ont été organisés à travers la France, mais même à travers différents autres pays. Et en fait, le principe, c'est que donc, les participants, donc les personnes qui sont en recherche d'emploi elles-mêmes, qu'on appelle les activateurs, sont elles-mêmes formées pour animer à leur tour des groupes d'entraide autour d'elles et donc pour, à leur tour, devenir actrices on va dire, transmettre des liens de confiance et de créer la confiance autour d'elles. Et donc, ça représente 450 personnes qui sont actuellement formées pour animer d'autres groupes d'entraide. Donc, bien sûr, les personnes retrouvent du travail. Voilà, tout ça c'est très mouvant. Hein. C'est pas du tout figé, mais c'est pour vous donner une idée de tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment que ce ne sont pas des actions cloisonnées, mais qu'on va favoriser l'apprentissage mutuel entre tout le monde. Donc c'est vraiment le principe d'une communauté d'entraide apprenante qui s'enrichit des apports de chacun. Voilà. Et donc on a développé toute une activité de formation. Donc on est organisme de formation. Notamment sur les sujets de la posture, de confiance et de coopération. Et en fait, Active Action, le principe, c'est qu'on va bâtir des systèmes d'entraide pour faire face ensemble à des situations difficiles, donc en l'occurrence le chômage, mais aussi, là, on est en train de lancer une communauté d'entraide pour les professionnels de l'insertion. Donc, c'est aussi pour faire face ensemble à des situations qui peuvent être compliquées et trouver ensemble des pistes d'action qui vont permettre de les surmonter. Donc, on construit des systèmes d'entraide qui sont ancrés sur des territoires et qui permettent de développer aussi sa résilience individuelle et la résilience collective et d'inventer ensemble des nouvelles manières d'agir pour permettre à chacun de trouver sa place au sein du monde du travail, donc vraiment de pouvoir construire le monde du travail de demain ensemble. Voilà, donc ça c'est le principe de l'association. Donc notre outil de travail, vraiment le principal outil qu'on va utiliser, c'est l'outil de la posture. C'est ce qui va nous permettre d'exercer notre métier, qui est vraiment de créer la confiance avec des gens et entre des personnes diverses. Et donc, on a vraiment un grand principe de diversité, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, que quel que soit l'âge, quel que soit le parcours, l'expérience, le type d'intelligence, les opinions de chacun même, eh bien, tout le monde est le bienvenu et donc il y a un principe de diversité et donc ça veut dire qu'on doit travailler ce cadre de confiance qui fait que les personnes se sentent en confiance avec elles-mêmes pour prendre leur place et également pour créer la confiance avec les autres. Et donc en fait, c'est cet ingrédient de la confiance qui nous permet de créer l'entraide, puisque la confiance, c'est le pilier qui favorise l'entraide et la coopération. Donc l'idée, c'est vraiment que cette notion de posture-là, c'est vraiment même c'est notre outil de travail, et c'est d'ailleurs la majeure partie de la formation en interne est consacrée à la posture. Et donc l'ensemble des personnes de l'équipe chez Active Action sont formées à la posture, que les personnes soient dans des fonctions de terrain ou des fonctions support, tout le monde est formé à la posture. Je ne sais pas si, je vois qu'il y a des gens qui ont encore leur micro ouvert, si jamais vous pouvez les fermer. Alors, si vous souhaitez intégrer le groupe d'entraide des acteurs de l'insertion, je vous enverrai tous les détails. On a créé une page dédiée à ça, donc vous aurez tous les détails et le replay de la réunion d'information qu'on a organisée cette semaine, pas de souci.
Voilà, donc l'idée c'est vraiment, là je vous introduis un petit peu le sujet pour vous expliquer le contexte et pourquoi en fait Activation parle de ce sujet, parce qu'en fait c'est vraiment, on se rend compte que le fait de créer des liens de confiance et de coopération, ça passe principalement par la posture, le reste ce ne sont que des outils qui sont au service de cette posture-là. On peut avoir tous les outils, les méthodologies du monde, mais si on n'a pas travaillé cet enjeu-là de la posture, ça ne fonctionne pas. Donc la majorité de la réussite de la création de liens de confiance va reposer sur cette posture-là. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il y a une auteure américaine qui a écrit sur ce sujet. Et qui a d'ailleurs intervenu dans un podcast. Donc, tout ça, c'est en anglais, donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me faire signe, je vous l'enverrai, qui s'appelle Priya Parker. Et en fait, elle montre que ce qui fait qu'on peut créer des liens de confiance et on peut créer de la coopération entre des personnes, c'est parce qu'il y a une forme d'architecture invisible qui fait que la confiance va se créer. Et cette confiance-là, cette architecture invisible qui se construit, elle est invisible pour les personnes qui en font partie, mais elle se construit effectivement essentiellement par l'enjeu de la posture. Voilà, donc c'est pour ça que cette question nous paraît vraiment essentielle à aborder. Et en particulier, elle est vraiment particulièrement importante lorsqu'on est en présence de personnes qui ne nous ressemblent pas, qui ne partagent pas les mêmes opinions, qui ne partagent pas a priori les mêmes expériences de vie. Et on l'expérimente particulièrement dans des territoires qui peuvent être en fragilité, où finalement les enjeux de coopération peuvent être assez forts, les enjeux de création de confiance sont assez forts. Et on va l'utiliser voilà, pour pouvoir créer des dynamiques d'entraide entre des personnes sur des territoires qui, a priori, n'auraient pas forcément de choses a priori en commun. Et donc, l'idée, c'est de créer, d'utiliser cette posture pour pouvoir, pour pouvoir créer ce genre de choses. Et donc, du coup, l'enjeu de la posture, il est particulièrement important dans ces moments-là. Je jongle un petit peu pour voir si vous avez des questions en même temps. Alors, en fait, ce qu'on voit, et je vais revenir un petit peu après dessus sur pourquoi on a parlé de ça, pour résumer aussi, parce que ce webinaire fait suite à un webinaire qu'on avait organisé avec des invités qui d'ailleurs sont en partie présents, aujourd'hui. Donc on avait invité effectivement le PTCE des Mureaux, on avait invité le centre social de Homburo et la Fabrique des territoires innovants à venir nous parler de pourquoi la confiance est un ingrédient essentiel de la réussite sur leur territoire. Et donc là, ce webinaire fait suite à ça pour pouvoir échanger sur finalement quels en sont les grands éléments, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Et en fait, l'idée et la conviction, en tout cas, qu'on porte au sein de l'association, c'est que chacun peut devenir un agent de confiance et de coopération. Alors, on parle beaucoup d'agents de transmission en ce moment. Nous, on parle beaucoup d'être des agents de confiance et de coopération. Voilà, donc vous allez voir, ce webinaire, il est vraiment construit de manière assez expérientielle, puisque le principe même de notre fonctionnement, c'est l'apprentissage par l'expérience. Donc, on teste des choses, on expérimente des choses sur le terrain. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui part du terrain et de nos apprentissages de terrain qui ont été structurés au fur et à mesure des années, puis qu'on a consolidé et on a apporté des théories qui viennent enrichir ce qu'on vit sur le terrain pour ensuite pouvoir le transférer. Donc c'est une forme de cercle d'apprentissage par l'expérience qui nous permet en tout cas de transmettre ce qu'on a appris. Mais bien sûr, pour bien préciser, on n'a pas du tout la science infuse. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'avoir un temps de partage où justement on va s'enrichir aussi de vos apports à vous et on vient apporter une expérience, quelque chose qu'on a pu consolider et qu'on se propose de partager. Donc l'idée de ce webinaire, c'est évidemment qu'il y ait aussi une place qui soit laissée aux échanges, notamment entre vous, mais aussi avec vos questions-réponses qui vont venir alimenter la discussion sur ces sujets. Donc voilà, ce n'est pas un webinaire académique, c'est vraiment un webinaire expérientiel. Et voilà, ça part du principe qu'on a vraiment à cœur de transmettre ce qu'on a structuré, ce qu'on a appris au travers des webinaires et aussi au travers des formations qu'on peut donner. Donc c'est vrai que là, en 1h30 de temps, on va vraiment
pouvoir survoler finalement la question des éléments de la posture de confiance et de coopération. Ça mérite évidemment bien plus qu'une heure et demie de webinaire, mais voilà, du coup, c'est aussi l'enjeu d'initier des discussions par rapport à ça. Ce que je vous propose par rapport à ce webinaire, c'est de pouvoir respecter, on va dire, un cadre de confiance, de bienveillance et de non-jugement. Donc, de ne pas se juger soi-même. Vous avez vraiment le droit de dire ce que vous voulez. C'est même important parce que souvent, on a l'impression que ce qu'on va dire peut être bête ou que tout le monde le sait, alors qu'en fait, ça peut vraiment apporter à d'autres. Donc, je vous encourage à partager vos réflexions et vos questions qui vous viennent par rapport à ce sujet. Et donc, de faire attention aussi à ne pas juger les autres et de faire attention que tout le monde se sente écouté. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais juste regarder s'il y a des pouces. Ok, super. Bon. Alors, je vois que j'ai déjà une question et que je vais aborder tout à l'heure. Donc, est-ce que je parle de la confiance collective ou de la confiance en soi? J'en parle juste après, promis. Le sujet sera abordé. Dans l'immédiat, alors attendez, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez avoir... Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? C'est bon? Vous voyez? Je vais juste vérifier que vous ne voyez pas autre chose de mon écran. Ok. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de pouvoir échanger en sous-groupe. Je vous ai dit, ça va être aussi expérientiel, sur une question, puis ensuite vous allez revenir en grand groupe et je vous poserai une deuxième question et vous allez à nouveau échanger. Donc vous allez avoir vraiment des petits groupes de 3 ou 4 personnes maximum qui vont vous permettre d'échanger par rapport à une question. La première question que je vais vous poser donc, qui est vraiment évidemment en lien avec le sujet que nous abordons, c'est que mettez-vous en place pour créer la confiance avec une personne que vous ne connaissez pas? Alors, j'imagine que quand vous vous retrouvez en sous-groupe, vous avez très envie de commencer à vous présenter, etc., et à dire de quelle structure vous venez, etc. J'entends bien, j'entends vraiment ce besoin, donc si jamais c'est quelque chose qui est important pour vous, n'hésitez pas à le mettre dans votre nom, comme ça on voit de quelle structure vous êtes, etc. Mais je vous invite vraiment à vous concentrer sur cette question parce qu'on a assez peu de temps, et l'idée c'est vraiment de vous faire expérimenter le plus de choses possible. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Donc la première question, que mettez-vous en place pour créer la confiance avec une personne que vous ne connaissez pas? Et en fait, vous avez répondu à la question par la présentation. Pas tout à fait encore, non. Oui, mais bon, c'est une façon aussi de se mettre en confiance. Donc, ne pas se présenter fait qu'on va pas Ah se mettre d'accord, ouais, c'est intéressant. Bah, merci, je n'y avais pas pensé, oui. Bah, merci beaucoup pour ça. Je vous laisse échanger entre vous et après, vous allez pouvoir partager en grand groupe pour les fruits de votre réflexion. Donc, je rappelle que tous vos échanges ne sont pas enregistrés, donc vous pouvez rallumer vos caméras. Alors, quels sont les grands éléments, les grands facteurs de succès que vous avez pu relever? Donc, vous pouvez les partager soit à l'oral, soit dans le chat, comme vous le souhaitez. L'idée, c'est qu'on ait un partage autour de vos échanges et de votre expérience qui puisse enrichir la discussion. Est-ce que quelqu'un se lance? Et vous êtes sur la question 1 ou 2 Les deux, du coup, les deux indifféremment. D'accord, merci. L'écoute, et l'échange d'idées, l'humilité, le fait de tutoyer, la transparence, être sincère avec soi, avec l'autre, d'accord? La bonne distance, le non-jugement, poser le cadre, trouver les points communs, okay. Respecter les temps de parole, le non-verbal, se présenter, sourire, non-verbal engageant, être en accord, verbal, non-verbal, ok. Le sourire, météo du jour, brise-glace, temps d'accueil, ok. Des outils, écouter activement, commencer par une question pour laquelle tout le monde a la réponse.
L'ange gardien, veiller à l'inclusion, une bonne communication, le rire. Ce qu'on a fait hier, c'est qu'est-ce que vous... Enfin, est-ce que c'était... Ok, je ne sais pas si c'était quelque chose que vous avez fait dans le cadre d'Activation ou pas. Partager les objectifs pour ce temps d'échange. Laisser s'exprimer des émotions, les besoins, la posture d'ouverture, s'intéresser à l'autre. Se mettre au même niveau, être soi-même dans un état de confiance interne. D'accord. Merci beaucoup pour tous vos partages. Le cadre de la pièce, le thé, café, questionnement, voir les points communs entre les personnes. Ok, merci beaucoup, beaucoup pour tous vos partages qui enrichissent. Alors, à tes souhaits, Elise. Recherche les complémentarités. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette notion, effectivement, de chercher des points communs, mais aussi de travailler sur cette question de posture non verbale. Donc, on voit qu'il y a un enjeu aussi de comment on organise le cadre, mais aussi comment est-ce qu'on agit en termes de comportement. Ce que je vous propose, c'est de revenir de manière très rapide sur pourquoi on parle de ça. Et je vous inviterai à regarder le replay du webinaire précédent avec vraiment l'expérience de nos invités qui permettent de donner des exemples sur pourquoi, à quel point la confiance, en fait, finalement, elle est importante dans ces expériences-là. Finalement, déjà, moi, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir, vous, pourquoi ce sujet vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Et je vais vous partager ce à quoi nous, on a pensé, pourquoi on pense que c'est une question qui est importante. Et là, je parle plus spécifiquement, effectivement, de la question de la confiance, qui est finalement, on le voit, un facteur essentiel de transfert de connaissances et donc d'innovation. Mais aussi, et là je vais vraiment rapidement sur ces sujets, je vous inviterai à aller voir le replay du précédent webinaire pour approfondir, mais c'est un vrai facteur de résilience des territoires et de plus largement de résilience sociétale, et un facteur voilà, de développement aussi, et on le voit, donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, notamment des études en géographie économique, qui montrent que la résilience des territoires et le développement local, le développement territorial passe par le capital social du territoire, qui est constitué essentiellement par la confiance. Donc cet enjeu de la confiance, il est essentiel à ce niveau-là. Et on traite ce sujet-là de la confiance. Donc nous, chez Activation, c'est vraiment un de nos sujets de R&D, en fait, la confiance en tant que telle. Et on traite ce sujet parce qu'en France, notamment, on a un problème de défiance. On est un des pays qui est identifié comme un des plus défiants au monde sur les 3 niveaux de confiance, donc que ce soit la confiance en soi, la confiance en les autres ou la confiance en l'avenir, et donc plus largement dans la société, dans les institutions, enfin plus spécifiquement plutôt dans la société, dans les institutions, qui entraîne un véritable problème économique avec des coûts économiques et des coûts sociaux qui sont vraiment très importants. Et donc qui entraîne aussi voilà, des problèmes de cohésion sociale. Donc cette question de la confiance, elle nous paraît vraiment importante à travailler. Et souvent, quand on aborde peut-être ce sujet, qu'on ne travaille pas forcément sur ce sujet de la confiance, on peut peut-être avoir l'impression que c'est naturel, qu'il faut simplement être en présence d'une autre personne ou mettre des personnes dans une même salle pour que ça fonctionne, ce qui n'est pas forcément le cas, et on le voit souvent, et qu'il y a vraiment besoin d'avoir une conscience finalement des mécanismes qui sont à l'œuvre pour pouvoir créer la confiance, notamment par sa posture, puisque c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est la posture, et pas forcément... il y a plein d'outils aussi qui permettent de créer la confiance, mais là on travaille sur la question de la posture. Et que le fait d'avoir conscience de ces mécanismes-là permet justement de créer la confiance autour de soi. Et donc là, c'est vraiment justement le sujet de ce temps d'échange, c'est d'explorer ces mécanismes-là. Et plus spécifiquement, on voit que la confiance, c'est aussi un véritable outil de travail. Par exemple, quand nous, on travaille avec des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, des personnes en charge de l'accompagnement qui sont parfois dans des situations de vulnérabilité. Et donc, je pense à des personnes avec qui on travaille de manière rapprochée. La confiance est vraiment leur outil de travail. C'est ce qui leur permet de travailler avec des jeunes, avec des personnes en situation de fragilité,
et de les amener à reprendre confiance en eux et en les autres. Et ça prend vraiment du temps. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, ils viennent partager une fois par mois dans des déjeuners inspirants la manière dont ils créent la confiance enfin, comment ils l'utilisent comme un outil de travail. Mais c'est aussi un outil que nous, on expérimente, et d'ailleurs, nos invités du mois dernier l'expérimentaient aussi, pour s'ancrer sur un territoire, agir ensemble, dépasser des enjeux individuels pour pouvoir faire système sur le territoire. Et donc, la confiance, finalement, devient le pilier de la coopération, qui devient le pilier du fait de pouvoir créer la coopération, de pouvoir progressivement s'acculturer à cette coopération. Là, c'est ce qu'on voit sur un des quartiers où on est implanté depuis plusieurs années, c'est que progressivement, chacun devient finalement ambassadeur de la coopération et fait effet boule de neige autour de lui. Et en fait, il y a plusieurs piliers, plusieurs acteurs qui deviennent des piliers, et ça produit finalement des initiatives de coopération qui sont à la fois entre des associations, des acteurs institutionnels, des entreprises et surtout des habitants qui se sentent concernés. Et donc, tout le monde est gagnant sur ce processus-là. Donc voilà, juste pour vous rappeler, effectivement, donc nos invités du webinaire dernier ont vraiment partagé le fait que la confiance, ça se construit sur le long terme. Ils ont donné des exemples pour montrer que vraiment le fait de partir vraiment des citoyens, des habitants, a vraiment facilité aussi beaucoup ce climat de confiance, que ça ne se décrète pas, que ça s'entretient, que ça se travaille et que ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, et que c'est pas du tout quelque chose qui est évident. Ce sont des efforts qui sont assez peu reconnus finalement parce qu'ils sont non visibles et qui sont finalement on va dire la partie émergée de l'iceberg. Donc voilà, je vois vos partages. Effectivement, la confiance, c'est une passion, c'est indispensable pour votre vie, d'accord. Et oui, je vous donnerai bien sûr le lien du webinaire précédent. Sans confiance, il n'y a pas de projet. Et ce que je voulais vous partager par rapport à... J'avais une image, c'est cette image de l'iceberg. Et on voit que souvent, les projets qui émergent sont la partie émergée de l'iceberg, la confiance et tout ce qui implique la confiance. Et la construction de cette confiance, c'est la partie immergée de cet iceberg qui en fait prend la majeure partie du temps et qui est assez peu reconnue, assez peu valorisée. Donc par exemple, quand on construit un exemple qui sûrement va parler à beaucoup d'entre vous, quand on construit un dossier de subvention par exemple, on va parler du projet en tant que tel. Qu'est-ce que c'est le projet? Qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, tout ce qui va amener à ce projet-là, qui est en fait la construction de la confiance, on ne le valorise pas nécessairement. Donc par exemple, nous, c'est un parti pris de plus en plus de valoriser, même dans les dossiers de subvention qu'on construit, ce temps de construction de la confiance et de reconnaître que finalement le projet qui va se mettre en place, il est la conséquence de ce travail de construction de la confiance. Voilà, donc ça c'est le pourquoi. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Oui, derrière un projet se cache souvent un projet de coopération entre les parties prenantes. Oui, tout à fait, effectivement. Et du coup, ce travail de coopération, c'est un véritable travail. C'est un véritable effort, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ça se décrète pas, donc c'est important aussi qu'on le reconnaisse finalement en tant que tel. Alors, je vous propose de passer en tant que tel sur le sujet vraiment de la posture. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle finalement quand on parle du mot posture? Qu'est-ce qu'on entend par là? Là, encore une fois, je vous partage ce que nous, on a structuré. C'est ce par les apports aussi de toutes les personnes avec qui on travaille, par les choses qu'on lit, etc., qui nous ont permis de structurer tout ça. Et on voit que ce qui est les deux éléments importants finalement dans la posture, c'est non seulement l'état d'esprit, mais également la manière d'agir, et que finalement l'un ne va pas sans l'autre. Donc, par exemple, en fait, c'est vraiment une manière d'être et une manière de penser et une manière d'agir, et la manière dont on va l'incarner physiquement dans son comportement. Je vous donne un exemple qui va être, je pense, parlant. C'est par exemple une personne qui a envie
transmettre de l'harmonie autour d'elle, mais qui, par exemple, dans sa manière dont elle se comporte, va froncer les sourcils ou, sans le vouloir, utiliser des mots ou des intonations qui peuvent sembler agressives, du coup, ça ne va pas créer la confiance. Et ça ne va pas produire l'harmonie à laquelle elle aspire. Et inversement, on voit qu'on peut avoir plein d'outils, on connaît plein d'outils qui dans l'absolu, permettraient de favoriser l'harmonie, de favoriser le lien entre des gens. Mais par contre, l'intention de la personne qui les utilise n'est pas forcément claire. Donc là, on voit, parfois, ça crée quelque chose qui est... on voit que c'est pas tout à fait clair, on voit qu'il y a quelque chose et ça se sent pour l'interlocuteur, qui sent que, et du coup ça ne crée pas la confiance, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans la manière dont sont utilisés ces outils-là. Donc en fait les deux vont ensemble, l'état d'esprit et la manière d'agir, c'est les deux facettes d'une même pièce qui définissent finalement la posture. Quand on parle de posture, et notamment, je vais vous expliquer, nous on parle souvent de posture de facilitateur, c'est pas réservé à l'animation d'un groupe dans un contexte particulier, comme on peut l'entendre, où on aurait la casquette de facilitateur. Mais c'est vraiment une posture qui en fait peut s'incarner à tout moment. On peut l'incarner, et là je parle du cadre professionnel, du cadre personnel, chacun fait comme il veut. Moi je vous parle vraiment du partage dans un cadre professionnel, du fait que la posture, elle s'incarne non seulement effectivement quand on anime, mais également en dehors, dès qu'on rencontre une personne, dès qu'on va tout simplement être dans une réunion ou rencontrer d'autres gens, ou même au sein même d'une équipe, de travail. Et finalement, donc là on parle d'une posture de confiance et de coopération. Les deux s'auto-alimentent. Il n'y a pas d'un côté une posture de confiance et de l'autre une posture de coopération. La posture de confiance mène à la coopération et inversement, la posture de coopération mène à la confiance. Enfin, c'est la même chose, ça va vraiment ensemble. Est-ce qu'il y a des questions, envie de partage par rapport à ça? Et sinon, je vais vous expliquer la suite. Alors, vous allez constituer à nouveau des sous-groupes pour échanger par rapport à deux questions, et ensuite on rentrera vraiment encore plus dans le détail des éléments qui favorisent cette posture. Alors, je vois qu'Antoine me pose une question. Quelle différence fais-tu entre posture de confiance et posture de coopération? Oui, en fait, c'est une posture qui va permettre en fait de se dire on va sortir gagnant-gagnant finalement d'un échange. On va créer une relation d'horizontalité alors on peut être forcé à coopérer mais pas à faire confiance. C'est intéressant, ouais. Mais merci beaucoup pour tous ces partages qui sont vraiment très enrichissants. Ce que je vous propose, c'est qu'on partage autour de ces questions. Et ensuite, comme ça va alimenter aussi notre discussion. Alors, les questions, c'est deux questions. Qu'est-ce qui casse la confiance en la coopération? Et qu'est-ce qu'on fait, ou en une personne en fait, qu'est-ce qui casse la confiance de manière générale? Qu'est-ce qu'on fait pour la réparer? Qu'est-ce qui restaure la confiance? C'est vrai que si je rejoins la remarque d'Antoine, si on est forcé à coopérer, est-ce que c'est vraiment de la coopération? Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je vous remets en sous-groupe. Est-ce que ça va pour les questions? Qu'est-ce qui casse la confiance en la coopération? Et qu'est-ce qu'on fait pour la réparer? Qu'est-ce qui restaure la confiance? Alors, je recrée les groupes. Voilà. Et je vous laisse commencer. Est-ce qu'il y a des envies de partage par rapport à ce que vous venez
d'échanger? Est-ce qu'il y a des grands éléments qui vous viennent, des choses que vous avez envie de partager aux autres? Ça peut être dans le chat ou à l'oral, comme vous le souhaitez. On a eu un débat intéressant sur la notion de manipulation. D'accord. Ouais, justement, parce que mettre en confiance, ça peut parfois aller jusqu'à la manipulation. Donc, du coup, on a dit que ça revenait à la question de la posture, c'est que du coup, la personne, elle n'est pas authentique. Elle est pas comment? J'ai pas entendu. Authentique. Authentique, d'accord. En fait, dans la notion de manipulation, qu'est-ce que vous vouliez dire dans vos échanges? C'est-à-dire, on la met en confiance, par exemple, pour qu'elle nous dise des choses, pour que, voilà, ou des choses qu'on a envie d'apprendre, voilà, etc. Et puis, donc, elle se sent, voilà, je crois qu'on est un peu de son côté, et puis finalement, on veut ne pas l'être, ou on veut lui extirper des informations, et d'accord. dans un piège. Voilà. On voit le décalage finalement entre l'intention et l'acte finalement. C'est ça. D'accord. Donc c'est ça qui crée le sentiment de manipulation et qui peut détruire la confiance. Ok, merci beaucoup Denis. Je vais essayer de reprendre toutes vos réponses, les dire à l'oral pour les personnes qui regarderont le replay sans le chat. Quand il y a un écart entre le penser, le parler et l'agir, qui du coup rejoint un petit peu ce que disait Denis, le fait pour restaurer la confiance, le fait de communiquer. Est-ce que la manipulation est toujours négative? C'est Morgane qui pose cette question, Denis. Reconnaître l'échec, l'humilité, recadrer la confiance par rapport à un objectif précis, responsabilisé. Importance et intérêt de poser le cadre de la collaboration, sinon il y a des risques d'incompréhension qui sont augmentés. Ce qui casse sont les mensonges, les non-dits, ne pas dire les intentions clairement, manquer de transparence, agressivité. Donc j'imagine que le fait de poser un cadre permet de restaurer la confiance, Isabelle. Expliciter les intérêts de chacun. Pour qu'il ait confiance, il faut que la partie s'engage. Je sais pas tout à fait, je suis pas sûre de bien comprendre ce principe. Quelle partie? Est-ce que c'est je veux bien un petit peu de précision, Caroline. Nous aussi, on a beaucoup parlé du cadre posé ensemble, ce qui peut casser la confiance, la mauvaise foi, le manque de communication, la transparence, l'honnêteté. Ok, perte de confiance, pas respecter ses engagements et de mauvaise foi. Il restaure la communication, clarification des choses. Il faut aimer l'autre. Ok. Trouver des solutions ensemble, prendre le temps, bon dosage des interactions, restaurer, oser se montrer vulnérable, donc il y a la notion de vulnérabilité, proposer un cadre de confiance évolutif, admettre ses erreurs, exprimer les apprentissages qu'on en tire. Je vous remercie beaucoup pour vos partages qui n'hésitez pas à continuer d'échanger dans le chat. Je vais vous proposer ce à quoi on a réfléchi en termes d'éléments qui rejoignent énormément ce que vous avez partagé. Donc, c'est rassurant de voir que finalement, on est tous sur la même longueur d'onde. Alors, je vous partage à nouveau mon écran. Pour vous partager finalement... Attendez, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Pour vous partager finalement la manière dont chez Active Action on envisage la notion de posture de confiance et de coopération. Et finalement, on l'a défini comme un rôle et une posture de médiateur, de fluidificateur, de créateur de liens, donc de facilitateur de liens, et comme dit précédemment, qui s'incarne à tout moment, pas seulement quand on a la légitimité d'avoir une casquette de facilitateur, mais qui est en fait une véritable posture qui s'incarne sans forcément être nommé de cette manière. C'est-à-dire même quand on se retrouve dans une réunion ou dans un autre contexte où on va rencontrer d'autres personnes, où on va être amené à créer la confiance, à chercher à coopérer avec quelqu'un d'autre, on va justement incarner cette posture-là, mais sans nécessairement que ça soit dit de manière explicite. C'est quelque chose qui s'incarne dans une manière d'être, dans un état d'esprit et qui donc se cultive à chaque instant. Et donc, le fait d'avoir finalement cette posture c'est le fait de pouvoir incarner ces valeurs
et les valeurs qu'on souhaite transmettre autour de soi. Et c'est vraiment par effet de mimétisme. Donc le principal effet qui fait que finalement la posture se transmet, c'est l'effet de mimétisme. C'est le fait que par notre comportement, on va inviter les autres personnes autour de soi à reproduire ce comportement, soit dans un échange bilatéral, soit au sein d'un groupe. Et c'est en fait cet effet de mimétisme qui est l'effet central dans la transmission des valeurs qu'on souhaite incarner et de la vision et de l'intention qu'on souhaite transmettre. Et ça, c'est donc de plus en plus, on s'intéresse à des recherches qui sont faites en neurosciences, notamment sur ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont en fait les neurones qui permettent, qui sont en fait le siège et le mécanisme même de l'empathie. Et c'est par ce fonctionnement-là de ces neurones que l'effet de mimétisme se produit. Je pense que vous avez peut-être déjà fait cette expérience-là, mais quand on est face à une personne qui, par exemple, est en colère, qui le manifeste, et on le voit même dans son attitude non verbale ou verbale, on a tendance soi-même parfois à adopter par effet de mimétisme, mais sans même qu'on se rende compte, des mécanismes de colère. Alors qu'on n'est pas soi-même en colère, mais la personne en face l'est. Et donc c'est ça en fait le principe des neurones miroirs, c'est qu'en fait par effet de mimétisme, on va adopter la posture qui est adoptée par la personne qu'on a en face de soi. Et donc le fait de travailler soi-même sa posture, la posture de confiance et les valeurs qu'on souhaite transmettre en les incarnant dans sa propre posture, c'est crucial parce que c'est ça qui permet, notamment lorsqu'on est dans un contexte ou face à une personne qui a une posture différente, de revenir et d'incarner ce en quoi on croit, quelle que soit la manière dont les autres autour agissent et sont en train voilà, quelle que soit la posture finalement des personnes autour. Et donc l'idée, c'est vraiment de transmettre, enfin, en tout cas cette notion de posture, c'est le fait de transmettre non pas une connaissance, un savoir ou même une intention verbale, mais de l'incarner dans sa manière d'être pour que ça puisse être en fait répliqué par les autres. Et donc c'est de se manifester par une ouverture dans son comportement et être, la manière dont on a décidé de définir cette posture de confiance, c'est aussi une posture de bienveillance, c'est le fait d'écouter avec attention, d'accepter la parole de l'autre avec une neutralité et objectivité totale pour pouvoir mettre en lumière tout ce qui va être dit par la personne. Donc il y a vraiment cette notion de non-jugement par rapport à soi et par rapport aux autres. Parce qu'effectivement, quand on parle de posture de confiance, on parle aussi d'une posture de confiance vis-à-vis de soi, c'est-à-dire un non-jugement aussi par rapport à soi et par rapport à ce qu'on vit soi, et aussi du coup par rapport aux autres. Je vais prendre vos questions, je vois qu'il y a des échanges dans le chat. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, je partage ce rôle de médiateur. Le mimétisme est une notion qui mérite un enseignement particulier. Aristote disait « L'homme diffère des autres animaux en ce qu'il est plus apte à l'imitation ». Merci beaucoup pour ce partage, cette citation que je ne connaissais pas. Je vous partagerai le replay. Est-ce que, Antoine, tu peux détailler ce que tu entends par la notion d'assertivité, équanimité à développer? Et quand vous parlez de mimétisme qui est précognitif, je suis aussi ravie d'en savoir plus par rapport à ce partage. Alors, pour entrer dans le détail de ces éléments de la posture que nous, on a pu identifier, donc là, c'est vraiment au travers de notre pratique, puisque on travaille vraiment sur le fait de créer ces liens de confiance. Et on voit qu'il y a un ensemble d'éléments, donc on en a identifié 6, qui sont particulièrement importants lorsqu'il s'agit de créer la confiance et d'incarner cette posture et de pouvoir, donc on en a déjà parlé, on a déjà mentionné le fait de pouvoir clarifier son intention dans un premier temps, c'est-à-dire pourquoi je suis là en fait. Est-ce que je suis là pour avoir raison? Et encore une fois, moi, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais dans ces cas-là, ma posture va être adaptée au fait qu'on a envie d'avoir raison. Ou est-ce que je suis là pour créer du lien
et pour créer la confiance, créer le... Voilà. Et c'est le fait de clarifier le pourquoi je suis là qui va permettre de garder le cap et de travailler ce qu'on peut appeler finalement l'ancrage, même lorsqu'on est dans un environnement qui ne correspond pas à ce qu'on a envie de vivre. Donc par exemple, quand on se retrouve, moi je vous donne un exemple notamment par rapport aux enjeux sur lesquels vous venez d'échanger, sur qu'est-ce qui casse la confiance et qu'est-ce qui fait qu'on la restaure. Par exemple, il peut y arriver que, en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé, de ne pas, par exemple, être invité à un événement alors que, en tant qu'association et moi en tant que personne, je suis présente sur un territoire depuis hyper longtemps, ou alors quelqu'un qui me critique ouvertement, professionnellement, mais aussi personnellement. Ce sont des facteurs qui brisent la confiance, qui font que, bon, là on se dit, bon, c'est un peu compliqué, je pourrais personnellement le prendre mal. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments que j'ai mis en œuvre dans ma posture pour justement me dire qu'est-ce que moi, je peux faire pour qu'on continue à être dans cette relation de confiance, pour qu'on continue à travailler en coopération. Et donc, mon intention là, elle n'était pas d'avoir raison, même si personnellement, j'avais pu être blessée. En tout cas, mon intention, et ça prend un peu de temps de clarifier ça, mais mon intention n'était pas d'avoir raison, mon intention, c'était vraiment qu'on continue à créer du lien. Donc l'intention, elle était vraiment là. Et donc, ça impliquait aussi un non-jugement, finalement, sur la situation, sur la personne, et encore moins un jugement sur moi-même qui aurait pu me créer un sentiment de dévalorisation. Et ensuite, on voit qu'un second élément, finalement, c'est aussi le fait de clarifier son cadre. Et avant ça, par rapport à la question de l'intention, c'est aussi le fait que, par exemple, avant même d'aller dans une réunion ou avant même d'aller rencontrer quelqu'un, de pouvoir clarifier qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie, quelles sont les valeurs avec lesquelles j'ai envie qui vont me permettre avec quoi j'ai envie qu'on reparte finalement de ce temps-là, de cette réunion-là, par exemple. Et ça peut être des mots comme convivialité, efficacité, énergie, action. Ça, c'est mon intention. Comment je fais ensuite pour l'incarner dans ma manière d'être. Et en tout cas, une des convictions dans la posture de confiance qu'on travaille au quotidien, c'est le fait de porter cette conviction que tout le monde a quelque chose à apporter. Tout le monde, quelle que soit la manière, quel que soit ce qu'il le dit, finalement, peut enrichir la discussion en apportant quelque chose. Et donc, du coup, l'intention, elle est vraiment de pouvoir valoriser chaque personne et entendre ce que chacun a à dire qui va apporter à la discussion. Donc, ça implique en effet le fait de travailler sa posture, ça implique de travailler sur une dimension finalement d'intelligence émotionnelle, de capacité à prendre du recul aussi sur soi et à s'adapter à ce qu'on voit. Et donc, on voit qu'effectivement, on est dans une posture de questionnement, d'écoute, de ne pas essayer de convaincre. Donc, dans l'intention, on n'est pas en train d'essayer de convaincre, mais on est en train d'essayer de comprendre et de pouvoir créer du lien avec la personne en face et de pouvoir vraiment incarner dans sa posture les valeurs qu'on se propose d'avoir. Et donc, effectivement, ça va avec le deuxième élément dont vous avez largement parlé. Pardon, j'essaie d'avoir vos partages en même temps. D'accord, merci beaucoup pour vos partages. Le fait de pouvoir clarifier son cadre, c'est-à-dire non seulement son propre cadre à soi, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc le cadre, quand on parle de cadre, c'est les besoins, les limites, ce qui est important pour moi, pourquoi je suis là. Et en fait, de pouvoir envisager quel est le cadre explicite ou non explicite des autres. Donc finalement, formaliser le sien et amener les autres à formaliser le leur. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes dans une réunion, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui s'énerve, donc là, il y a plusieurs manières de réagir. Une des manières de réagir, c'est
entre autres, de clarifier le cadre. Donc de ne pas être dans la réaction par rapport à une personne, mais de dire, soit de manière explicite, en fait, qu'est-ce qui est important pour toi ou pour vous, pourquoi est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait, ou bien en utilisant finalement l'outil de l'écoute active qui va permettre de reformuler ce qu'on a entendu qu'a dit la personne et de dire, ah bah ok, du coup, d'après ce que j'entends de ce que tu dis, ce qui est important pour toi dans cette situation, c'est que, nanana, est-ce que c'est bien ça? Quand tu soulèves ça, ça met en lumière finalement ce pourquoi on fait ça, et revenir au pourquoi de la réunion, par exemple. Ça permet de ne pas prendre les choses personnellement et d'être vraiment dans ce mécanisme d'empathie où on va se dire, ok, bon, moi, qu'est-ce qui est important pour moi, mais qu'est-ce qui est important aussi pour une autre personne, et de l'amener à clarifier ça. Donc, par exemple, dans l'exemple que je vous donnais juste avant, où j'ai pu vivre des situations difficiles qui auraient pu briser la confiance et me dire, ok, bon, moi je ne travaille plus avec ces gens, hein, franchement, c'est pas question que je travaille comme ça. En fait, la réaction, elle a plutôt été de dire, ok, moi, là, qu'est-ce qui est important pour moi? Donc je clarifie, je prends le temps de clarifier. Et ensuite, de pouvoir envisager pourquoi l'autre personne a été dans cette situation-là, et de pouvoir la clarifier. Ce qui va nous amener à nos autres pardon, à chaque fois je veux voir vos conversations, je n'arrive pas. Oui, vous allez avoir un lien avec le replay. Ce qui amène finalement à un autre élément dont on a déjà largement parlé, c'est le fait d'incarner son intention de manière vraiment active et donc d'avoir conscience de toutes les manières dont cette intention-là va s'incarner, et notamment le fait de pouvoir incarner le fait qu'on va valoriser activement la parole de chacun, que finalement chacun apporte au groupe, au collectif, chacun apporte à tout le monde, et d'avoir vraiment cette intention que tout le monde se sente valorisé, que chaque personne sente qu'elle voit les compétences et toutes les ressources qu'elle peut apporter, et lui donne envie d'être acteur ou actrice. Donc voilà, c'est particulièrement important, notamment là quand on expérimente sur des territoires, et de se dire finalement de revenir à cet effet de mimétisme qui fait que notre propre comportement va avoir un impact direct sur la vie du groupe. Et donc, c'est se poser la question activement de se dire quel peut être l'impact potentiel de la manière dont je parle, je me comporte, de la manière dont, même les mots que j'emploie, sur la vie du groupe et sur mon interlocuteur. En sachant que l'immense majorité de la communication, elle va être non verbale, donc elle va passer vraiment par l'expression du visage, le regard même qu'on va utiliser, la posture physique, la manière dont on va se tenir. Est-ce que dans ma posture physique, on voit que je suis ouvert à la communication, ou au contraire, est-ce que j'ai une posture plutôt fermée? Est-ce que ma posture, ma manière dont je suis avec les personnes, est-ce que c'est en cohérence avec l'intention que je me propose d'avoir? Est-ce que dans ma communication, il y a donc une autre partie de la manière dont on transmet, dont on incarne cette posture, c'est finalement la communication vocale, c'est-à-dire même l'intonation, le son de la voix. Parfois, je pense que ça va sûrement vous parler, il y a des personnes qui ont envie, qui disent dans leurs mots qu'elles ont envie de coopération, qu'elles ont envie de confiance, elles partagent des grandes valeurs, mais dans la manière de le dire et la manière de se comporter, on ne retrouve pas, on voit une dissonance finalement. Et en fait, finalement, la signification même des mots est finalement quelque chose qui est assez, en proportion dans la manière dont on communique, c'est assez faible, mais ça a aussi toute son importance. Et donc, c'est vrai que, par exemple, au sein de l'association, effectivement, on fait un travail pour envisager, et c'est vraiment un gros travail d'ingénierie, c'est-à-dire envisager dans les mots qu'on utilise, quel peut être l'impact potentiel pour les personnes. Comment ça peut être perçu? Comment ça va être reçu? Est-ce que potentiellement ça peut être stigmatisant? Est-ce que potentiellement ça peut être mal perçu? Et effectivement, l'outil de l'écoute active, c'est un des outils qu'on va utiliser pour accepter
de manière la plus neutre possible la parole de l'autre et la mettre en lumière, la valoriser pour d'autres personnes. Je regarde la posture physique, la mobilité, les déplacements. Oui, voilà, tout à fait. Quand je parle de posture physique, c'est également une question de mobilité. Alors, on n'a pas toujours la possibilité de se déplacer, mais quand on a la possibilité de se déplacer, c'est également un outil. Merci Maxime. Merci à tous. Je vous enverrai le compte rendu et le replay. Finalement, les 3 autres éléments auxquels ça nous amène par rapport à ça, c'est qu'il y a tous ces éléments-là dont on parle et qui sont un vrai travail à part entière, finalement ne peuvent rester lettre morte s'il n'y a pas ce 4e élément-là qui est finalement un élément de courage, c'est-à-dire le courage et la capacité d'initier et de mener des conversations difficiles. Parce que ça implique un moment, je pense très sincèrement, que ça demande plus de courage d'initier une conversation difficile ou potentiellement difficile avec une personne avec qui il faut clarifier un cadre, que par exemple d'animer un webinaire devant une 50aine de personnes. Ça demande vraiment un immense courage et qui fait partie du coup du travail. Quand on veut travailler sur sa posture de confiance, alors on travaille cet élément de courage-là. Parce que pourquoi c'est difficile? Parce que ça implique non seulement de se confronter aux autres, mais encore plus de se confronter à soi-même. Le fait de travailler une posture de confiance, ça remue énormément personnellement, donc ça implique... finalement, ça dépasse le cadre professionnel, ça va remuer des choses de manière inconsciente, ça peut toucher des blessures que l'on peut avoir, soit humainement finalement, et donc c'est difficile, c'est vraiment pas quelque chose qui est évident. Et donc ça implique effectivement cette humilité de se dire bon bah je sais que c'est difficile et je vais avoir voilà, l'humilité de me dire bon j'ai peut-être pas raison, je vais juste essayer de comprendre ce qui se passe pour l'autre et moi ça me touche, il y a quelque chose qui me touche, ça touche aussi l'autre personne. Comment je fais pour créer cette confiance-là? Et c'est vrai que quand on est face à des situations difficiles, donc là je propose notamment des situations difficiles avec des personnes qu'on ne comprend pas forcément, puisque c'est là que la posture de confiance va s'incarner de manière encore plus forte, se travailler en tout cas. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel. On pourrait avoir tendance de dire, bon, bah, finalement, bon, cette personne-là, elle n'est pas coopérative, elle sort de mon cercle, j'ai pas envie de travailler avec elle. Et en fait, en tout cas au sein de notre association, on fait le pari inverse. C'est de dire, on ne va pas juger la personne, ne pas juger la situation ni la personne, et de se demander vraiment activement comment moi je peux créer la confiance, et qu'est-ce que cette personne elle est en train de vivre finalement. Et donc ça veut dire, ça implique une prise de recul sur soi, sur son petit ego qui voudrait avoir raison finalement, et sur ses blessures personnelles, pour pouvoir créer une situation finalement qui soit gagnant-gagnant. En fait, l'idée, c'est pas non plus de s'aplatir par rapport à ça, mais c'est cultiver une posture où on va se dire, ok, en fait, j'ai envie qu'on sorte gagnant-gagnant de cette situation-là, et donc d'entrer dans un dialogue coopératif où finalement, il n'y a personne qui perd, tout le monde est gagnant, et on est dans une forme de transparence et d'honnêteté. Mais ça implique effectivement le courage de l'initier. Le 5e élément qui nous paraissait important, c'est le fait d'organiser la réciprocité. Accepter l'amélioration et la restauration de la confiance, même si c'est long. Tout à fait. Merci beaucoup. Le fait, il y a une autre compétence, c'est le fait d'organiser la réciprocité. Si on veut maintenir une confiance, ça veut dire qu'on a un certain cadre d'horizontalité, ça veut dire que personne ne perd rien, on est les deux à l'équilibre. Donc c'est de trouver cette manière de faire, notamment quand on travaille sa posture de confiance et qu'on a en face de soi une personne qui en a peut-être moins conscience ou qui a moins travaillé ça, notamment des personnes par exemple qui s'expriment moins, qui sont plus timides, ou qui sont dans des postures ou des positions a priori plus vulnérables. Donc par exemple, je pense
j'interagis avec un jeune qui est timide, il y a la différence d'âge, voilà, il va y avoir un décalage entre nous de par la situation. Même si je suis pas vieille, mais bon, avec un jeune de 20 ans, on a quand même plus de 10 ans d'écart. Ça se ressent tout de même. Il y a vraiment le fait que dans sa posture, on va organiser la réciprocité avec la personne. C'est-à-dire, donc, on revient à la condition que finalement tout le monde a apporté quelque chose. Et donc, le fait de pouvoir laisser le plus possible l'espace à l'autre pour ce qu'il va apporter et lui donner l'espace, notamment au travers de l'écoute active et de la posture de questionnement, pour pouvoir être acteur. Et vraiment, on utilise aussi beaucoup l'outil du renforcement positif pour maintenir ce lien d'horizontalité avec une personne et de trouver les points communs entre nous, ou entre des personnes, puisque bien sûr on parle aussi, la posture de confiance, c'est aussi entre des personnes dont on faciliterait la rencontre. Et donc le fait de travailler sur les points communs, en effet, généralement permet la réciprocité. Et la réciprocité, c'est vraiment ce principe de je reçois et je donne, et inversement, je donne et je reçois. C'est pas juste je reçois sans donner ou je donne sans recevoir. Donc il y a vraiment cette dimension-là au travers de sa posture, et on va organiser cette réciprocité-là. Et le dernier élément qui nous paraissait vraiment, vraiment important, c'est le fait que chacun est finalement acteur de sa posture. Pour ne pas utiliser le mot plus fort de responsable, mais finalement, c'est à chacun de se poser la question, et ça fait partie des éléments de cette posture, de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour entretenir la confiance, qu'est-ce que je peux faire pour la rétablir, même si on a l'impression que c'est pas de notre fait finalement, que c'est pas de notre faute, même si du coup il n'y a pas de notion de faute dans cette posture-là, mais qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre, même si moi personnellement je suis blessée, de continuer à alimenter cette confiance-là. Et c'est vrai que le fait d'avoir aussi un cadre de structure, notamment donc là, un cadre associatif qui a travaillé ce cadre-là, permet justement de prendre la distance personnelle pour pouvoir être dans cette posture d'acteur. Je vais arrêter le partage d'écran et prendre vos questions. Alors, est-ce que la communication non violente peut-elle être un des outils de la posture ? Donc, la communication non violente, comme tu le soulignes, Clémence, c'est un outil. Donc, c'est un outil c'est une méthodologie, une approche, c'est même une philosophie à part entière, et qui est effectivement qui peut faire partie de ces outils dont on peut s'inspirer pour entretenir cette posture de confiance, mais qui n'est finalement qu'un outil. Il y a aussi le courage d'oser exprimer ses limites d'intervention d'une situation. Ouais, exact. En fait, ça fait partie du cadre, du coup. Ce que tu exprimes, Antoine, c'est la partie, en partie dans le cadre, finalement, fait partie le fait d'exprimer ses propres limites, d'en avoir conscience. Quels sont mes besoins, ce qui est important pour moi, mes limites, et donc, effectivement, d'avoir ce côté de, effectivement, on est en capacité de dire ça je peux faire, ça je peux pas faire, et voilà, ça c'est mon cadre en fait. Ça dépasse finalement mes limites. Merci beaucoup Thierry. Par rapport à notre temps de partage, est-ce que vous avez des questions? Et sinon après je nous laisserai sur un temps de conclusion par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent qui n'auraient pas été répondues lors de ce temps de partage? Moi, j'ai une question, Louise. En fait, j'ai vu que du coup, il fallait prendre pas mal de recul, en sachant que c'est pas évident de créer la confiance, d'avoir cette posture-là. Est-ce que finalement, il n'y a pas besoin de résilience d'une certaine façon, parce qu'on n'en a pas trop parlé? Oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour ta question. Oui, tout à fait. En fait, ça veut dire que tu travailles une certaine forme de résilience dans le sens où les défis qu'on rencontre deviennent des opportunités d'apprentissage. Donc ça demande de travailler cette capacité d'adaptation, cette capacité à se dire « Ok, là je fais face à une difficulté, qu'est-ce que je peux en apprendre? Comment est-ce que je peux rebondir? Et
quelque part, de quelle manière ça va me faire grandir, qu'est-ce que je vais apprendre et qui va me servir et qui va entretenir finalement, qui va me permettre de me développer et de développer cette posture-là. Ça fait partie du travail. Ouais, merci beaucoup de le souligner. D'autres réactions, envie de partage? Alors, simplement avant de nous quitter et de vous proposer un mot de conclusion, je vous partage les prochains temps qu'on a prévus, les prochains événements. Si vous souhaitez approfondir avec un petit groupe de personnes cette notion de la posture de confiance, on propose un atelier de co-apprentissage mardi après-midi que j'animerai. C'est un atelier qui est proposé en participation libre et consciente, c'est-à-dire que vous mettez vraiment, mais vraiment tout ce que vous voulez. C'est simplement pour favoriser un principe d'engagement parce que ça nous demande pas mal de travail de construire ces ateliers. Donc on veut être sûr que les personnes viennent tout simplement, mais il y a vraiment, il n'y a aucun jugement, c'est juste pour être sûr que chacun vient. Le 4 février, on aura une réunion d'information si vous êtes intéressé par rapport au cycle de formation, aux dynamiques d'entraide territoriale, notamment sur les sujets d'emploi et d'insertion. Donc ça, c'est si ça vous intéresse de pouvoir devenir vous-même et d'approfondir donc là, tous les sujets qu'on a effleurés en 1h30, eh bien, ils s'étalent sur un cycle de formation de 2 mois. Donc, c'est pour approfondir. Donc, bien sûr, ce n'est pas 2 mois continus, hein, c'est périodique, c'est pour bien sûr s'adapter aux horaires de travail de chacun. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'approfondir aussi tous ces éléments-là pour pouvoir les incarner autour de soi et devenir ambassadeur de confiance et de coopération pour créer des systèmes d'entraide au niveau territorial, notamment sur les territoires en fragilité. Donc ça, c'est encore plus notre expertise, donc les territoires qu'on appelle les quartiers politiques de la ville ou les territoires ruraux. Le 11 février, il y aura une réunion d'information qui sera plus généralement sur les formations d'activation, donc sur les questions des thèmes de recrutement et de management constructif et sur les questions de posture, justement posture de coopération, posture de confiance, posture de facilitateur, comment on construit des interventions et des réunions collaboratives qui permettent de transmettre cette confiance-là. Et le 15 février, il y aura le lancement de la communauté d'entraide des professionnels de l'insertion. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et je vous propose qu'on se quitte en partageant chacun un ressenti. Vous pouvez le partager dans le chat. Et une chose que ça vous donne envie de faire, une action spécifique que ça vous donne envie de faire, un apprentissage que vous avez fait ce midi. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des partages? Richesse, posture, merci beaucoup. Merci Sandra. Dès qu'on pourra enlever les masques, les neurones miroirs, le fait d'incarner enthousiasme, présomption de confiance, ça donne envie d'être plus vigilant sur sa posture. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous. Vraiment, merci pour vos retours qui enrichissent beaucoup tout notre travail. Enfin, en tout cas, moi, ça me tient à cœur personnellement d'animer ces temps-là parce que je trouve que c'est très enrichissant d'apprendre des uns des autres. Donc vraiment, un grand plaisir d'avoir partagé ce temps avec vous. Et je vous enverrai le replay le plus vite possible, le temps qu'on le mette sur YouTube, tout simplement. Et qu'on puisse vous le partager. Voilà, mais je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si jamais il y en a certains qui veulent rester, je garde toujours un petit temps informel pour les discussions informelles et je coupe l'enregistrement.